Bonjour à tous, je suis Sarah et je suis avec Axel et Jocelyne qu'on va vous présenter tout de suite après. Donc, bienvenue à ce webinaire. Comment sélectionner le bon lubrifiant pour augmenter la durée de service déroulement. Donc, qui est présenté aujourd'hui par Axel de Jossec, ingénieur d'application SKF en France. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui nous allons parler de la lubrification et en grande partie nous allons parler de la lubrification à la graisse puisque c'est ce qui est utilisé le plus souvent que l'huile finalement. Alors on vous avait fait un petit teasing en vous parlant de l'augmentation de la durée de vie. Effectivement, on va vous parler en fin de cette présentation comment augmenter la durée de vie de vos roulements, donc passer d'une durée de vie nominale LDSH de 10 000 heures à une durée de service proche des 20 000 heures. Mais tout d'abord, je vais vous parler plutôt du sommaire. Pourquoi est-ce que la lubrification des roulements est essentielle pour vos équipements? Il y a différentes raisons pour ça. Ensuite, je vais vous présenter les différentes étapes clés pour le choix de votre lubrifiant, la quantité de graisse, les intervalles de lubrification. Et au cours de ces étapes, je vais vous présenter les différents outils. Mais tout d'abord, je vais laisser Sarah vous présenter un petit questionnaire. Oui, effectivement, on va commencer par un premier quiz qui est, à votre avis, quel pourcentage représente les défaillances déroulement dues à une mauvaise lubrification? Est-ce que ce serait 18%, 36%, 46% ou 11%? Donc allez-y, il vous reste quelques secondes pour y répondre. Donc apparemment, il y en a beaucoup qui répondent 36%, certains 18%. Donc du coup, Axel, quel est ton avis? En réalité, la bonne réponse, c'est 36%. Effectivement, on a 36% des défaillances qui sont dues à un problème de lubrification. Il faut quand même savoir qu'il y a aussi 16% des défaillances qui sont dues à un problème de pollution contenue dans le roulement. On se retrouve alors avec un taux de défaillance proche des 50%. Alors, un taux de défaillance important, ça veut dire surtout une durée de vie des roulements réduite, mais ça veut aussi dire des arrêts de production non planifiés, donc des interventions de maintenance multipliées et des coûts de maintenance qui sont en augmentation, et donc bien sûr des clients qui sont insatisfaits. Alors là, je vous montre quelques exemples de types de défaillances dues à la lubrification. Sur la gauche ici, vous pouvez voir une cage de roulement qui s'use à cause d'un problème probablement de pollution ou de viscosité de graisse inadaptée, par exemple si les températures sont trop élevées pour la graisse choisie. Sur la droite, vous avez aussi des rouleaux de roulements à rouleaux coniques qui ont des problèmes d'usure de surface. Alors là, c'est une usure un petit peu particulière où on peut imaginer qu'il y avait une surcharge puisque vous avez vraiment des piqûres d'usure. Ça peut en fait se détériorer en mode de décaillage qui seraient des problèmes de fatigue dus à une fatigue de surface. Et les trois exemples que vous avez dessous ici sont des problèmes d'usure, donc toujours des problèmes de pollution ou des viscosités inadaptées, qui vont progressivement user votre matière et donc détériorer la surface. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'autres de problèmes que vous pourriez voir dus à un problème de lubrification. Et là, je vais vous parler en fait de ce que aide à protéger la graisse ou l'huile qui donc va protéger vos roulements. Alors, comme on vient de dire, il y a l'aspect usure. Donc, vous allez moins user vos roulements si vous avez une lubrification correctement choisie. Il y a aussi la corrosion, puisque la graisse aide à protéger les surfaces de l'humidité, donc des piqûres de corrosion. Vous avez aussi la pollution. Alors, comment est-ce que la graisse protège de la pollution? Eh bien, simplement, si vous relubrifiez vos roulements et que vous avez des intrants de pollution, eh bien, vous allez pouvoir repousser la pollution en dehors des roulements. Après, il y a le bruit, puisqu'effectivement, la graisse va permettre d'atténuer, de créer un phénomène de damping du bruit, donc des chocs dans les roulements. Et après, il y a l'aspect frottement. Alors, quand on parle de frottement ou d'usure, vous pouvez avoir des problèmes de false braining dus à la vibration, des problèmes de grippage de sous-charge. Eh bien, une bonne lubrification va permettre d'atténuer toutes ces problématiques que vous pourriez avoir naturellement si la lubrification n'est pas optimisée ou si vous n'avez pas optimisé vos phénomènes de sous-charge, de vibration. Et enfin, le dernier point, eh bien, c'est réduire la chaleur, puisque plus vos frottements sont importants, plus votre viscosité au prorata de la température dans le roulement est faible, plus vous risquez d'avoir une augmentation des frottements et donc de la chaleur. Mais il faut quand même aussi prendre en compte le fait que, typiquement, si vous avez trop de graisse dans votre roulement, vous pouvez aussi avoir des problèmes d'échauffement dans le roulement.
Donc, bien dimensionner la lubrification et les quantités est primordial pour le roulement. Alors, finalement, la lubrification, ça englobe quoi? Eh bien, ça englobe le bon lubrifiant, la bonne quantité, avec la bonne méthode. Donc, est-ce que c'est une lubrification à l'huile, à la graisse, en recirculation, système automatisé, mais aussi au bon moment, aux bons intervalles et au bon endroit, puisque quand on design un pallet sur mesure, on peut avoir différentes entrées ou sorties de graisse. Alors, à contrario, vous pourriez avoir une sous-lubrification ou une sur-lubrification ou une lubrification irrégulière, mal gérée, voire inadaptée si vous avez mal choisi votre lubrifiant. Alors maintenant, nous allons voir si la lubrification devrait être faite à l'huile ou à la graisse. Donc on démarre les différentes étapes de sélection de votre lubrification. Alors tout d'abord, un petit quiz. Sarah, s'il te plaît. Allez, un petit quiz, un deuxième. Du coup, à votre avis, quel est le premier facteur que vous regardez pour déterminer votre roulement, s'il est lubrifiable à la graisse ou pas? Est-ce que c'est la vitesse, les charges, la température ou aucun des trois? Ou si vous avez aussi une autre idée, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Donc Axel, il y en a certains qui disent c'est la vitesse en premier temps. Quelques-uns qui ne regardent pas forcément ces facteurs-là, ils choisissent si c'est à la graisse ou à l'huile, un peu peut-être au hasard. Donc, quelle est la bonne méthode, Axel? Alors la bonne méthode, alors bien sûr il faut regarder tous les paramètres, mais le premier paramètre à regarder en réalité c'est la vitesse linéaire de votre application. Alors ici j'ai pris un exemple, mais tout d'abord je vais vous parler de la vitesse linéaire. La vitesse linéaire c'est quoi? Eh bien c'est la vitesse de votre application. Donc si on prend par exemple un ventilateur qui tourne à 1160 tours par minute, eh bien on va prendre cette vitesse d'applicative que l'on va multiplier par le diamètre moyen du roulement. Le diamètre moyen c'est quoi? C'est le diamètre intérieur du roulement et le diamètre extérieur divisé par 2. Donc on va multiplier cette vitesse nominale par le diamètre moyen. Et ici, pour notre exemple, on obtient 180 000 mm par minute, et ça c'est notre vitesse linéaire. Alors vous allez me dire, une fois que j'ai ma vitesse linéaire, c'est bien beau, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien vous trouverez que dans notre catalogue, nous avons un tableau qui explique quelles sont les limites de vitesse linéaire autorisées pour votre application pour être lubrifiée à la graisse. Alors si on prend notre exemple, on est sur un roulement à rotule sur rouleau, des roulements type 22 000. Et pour un roulement à rotule sur rouleau, lorsqu'on est sur une charge de C sur P d'environ 8, alors c'est quoi C sur P d'environ 8? C'est une charge moyenne, typiquement un ventilateur. Dans le cas d'un moteur, on va plutôt être sur des charges faibles, C sur P de 15. Alors il faut bien sûr savoir que vous pourriez faire ces calculs. Donc le C sur P, si on rentre dans le détail, c'est quoi? Eh bien c'est la charge de base dynamique du roulement sur la charge dynamique équivalente appliquée à votre roulement. Donc par exemple des charges combinées radiales et axiales ou simplement des charges radiales. Ça, c'est si vous voulez faire le calcul. Une fois que vous avez cette charge, donc vous regardez les vitesses linéaires de votre application. Ici, nous sommes donc sur un roulement à rotule sur rouleau avec des charges C sur P, on va dire, de 8. Vous avez donc une vitesse linéaire maximum autorisée de 200 000 mm par minute. On est à 180 000 mm par minute. La lubrification à la graisse est donc autorisée. Alors, maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est le calcul de l'intervalle de lubrification et les bonnes quantités de graisse à choisir. Alors, commençons par l'intervalle de lubrification. Alors, sachez que pour l'intervalle de lubrification, la méthode est la même, on va dire, on part du même facteur. Ça va être tout d'abord le facteur vitesse linéaire. Alors, on prend ce fameux facteur vitesse linéaire, rappelez-vous, il était de 180 000 mm par minute, et cette fois-ci, on le multiplie par un facteur, le facteur BF, que vous retrouvez dans le même tableau que précédemment. Pour les roulements à rotule sur rouleau, il est de 2. Attention, une charge axiale peut avoir un impact très important sur ce facteur BF. Donc, regardez bien les différents cas possibles. Si vous regardez pour un roulement rigide à billes, il est de 1. Vous verrez que ça a une grosse influence sur l'intervalle de lubrification. Donc on a notre facteur ABF. Qu'est-ce qu'on fait avec ce facteur ABF, donc vitesse linéaire multipliée par le facteur BF? Eh bien, on regarde dans le graphique qui se retrouvera aussi dans le catalogue général roulement de SKF, qui se trouve sur la page juste à côté de ce tableau. Et vous trouverez que si vous prenez en abscisse le facteur ABF,
et que vous remontez jusqu'à votre niveau de charge, très élevé, moyennement élevé ou faiblement chargé, vous retrouvez pour, alors ce graphique qui est valable pour une température de 70 degrés, vous retrouvez votre intervalle de lubrification de 1900 heures. Donc vous voyez, je n'ai utilisé que 3 paramètres pour déterminer l'intervalle de lubrification: la vitesse linéaire de l'application, le niveau de charge et la température de l'application, et bien sûr ce facteur BF. Alors, remarque importante, il faut quand même regarder si c'est une application horizontale ou verticale. Si votre arbre est à l'horizontale, alors ce graphique est valable. Sinon, si l'application est verticale, il faudra diviser l'intervalle par 2. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la graisse va tendance à avoir se déplacer dans le fond du palier ou sortir plus rapidement. Donc, il est important d'avoir toujours de la graisse dans le palier. Donc, si on est en vertical, on a tendance à diviser l'intervalle par 2. On divisera aussi l'intervalle par 2 si les températures sont supérieures à 70 degrés. Il faut savoir que pour chaque élévation de 15 degrés de la température par rapport à 70 degrés, on divisera l'intervalle par 2. Donc par exemple, si mon application n'était pas à 70 degrés mais 85 degrés, alors on aura un intervalle de lubrification non pas de 1900 heures mais de 950 heures. Voilà pour le calcul d'un intervalle de lubrification à la main. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire le calcul de l'intervalle de lubrification grâce à nos outils. Alors, je vous montre tout de suite comment faire ça. Alors, simplement, il faut aller sur Internet, sur l'outil Bearing Select. Vous pouvez choisir si on parle d'un roulement seul ou d'une ligne d'arbre. Ici, on va reprendre le même exemple que précédemment. On va prendre un 22 222. Donc, je rentre ici le nom de mon roulement que je recherche. Hop, il faut que je descende ici. Je choisis quel calcul je souhaite faire. Eh bien, on souhaite faire un calcul d'intervalle de lubrification. Grease Life and Relubrification Interval. Il me demande quelques données d'entrée. Alors bien sûr, tout à l'heure, on faisait des hypothèses de C sur P de 8. Ici, il va pouvoir nous le calculer en fonction des charges que vous avez. Donc si, par exemple, les seules charges que vous avez sur un moteur électrique, c'est le poids de l'arbre, eh bien, il suffit de mettre le poids de l'arbre divisé par 2 et vous aurez directement les charges appliquées au roulement. Alors ici, on va mettre que nous n'avons aucune charge axiale et une vitesse, comme on l'a dit un peu plus tôt, de 1160 tours par minute. Ensuite, en température, on l'a dit, on va prendre une température de 70 degrés sur le roulement. On est en configuration horizontale, comme je l'ai dit, c'est important. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il vous a calculé tout de suite l'intervalle de lubrification. Miracle, on retrouve le même résultat que tout à l'heure. Vous voyez, on a un C sur P de 8 qui vous a calculé automatiquement en fonction de la charge de base dynamique du roulement et la charge équivalente, P, au droit du roulement. Alors, je reviens sur la présentation. À présent, nous allons discuter des quantités de graisse à mettre dans les roulements. Alors attention, quand on parle de quantité de graisse dans les roulements, il y a deux choses très distinctes à ne pas confondre. Il y a la quantité initiale à mettre dans le roulement et dans le palier, et la quantité des appoints, c'est-à-dire à chaque intervalle de lubrification. La quantité initiale est bien plus importante que la quantité des appoints. Alors la quantité initiale, eh bien, c'est relativement simple. Il suffit de remplir 100% de l'espace libre du roulement. Il faut savoir que les roulements étanches, ils sont remplis à 30%. Simplement pour éviter que le roulement ne s'échauffe, puisqu'il va y avoir une partie de la graisse que vous mettez ici dans les roulements ouverts qui va se retrouver dans le palier. Et donc le palier, 50% de l'espace libre doit être rempli par de la graisse. Alors au niveau des intervalles de lubrification, vous avez aussi des équations qui sont simplement basées sur le diamètre extérieur du roulement et sur la largeur du roulement pour connaître les quantités de graisse en grammes à mettre dans votre roulement ou plutôt votre palier à chaque appoint. Alors maintenant, on va parler d'un point important, c'est le choix de la graisse et notamment le choix de la viscosité de votre graisse. Alors,
comment choisir votre graisse? Eh bien, il y a différents paramètres. Ça va être, une fois de plus, les mêmes sur lesquels on s'est arrêté pour le choix de la graisse ou de l'huile ou de l'intervalle de lubrification. Alors ces paramètres, ce sont lesquels? Eh bien, la température, le niveau de charge, donc le fameux C sur P, la vitesse linéaire de votre application, la viscosité de votre graisse et la consistance. Alors la consistance, je vous en parle tout de suite. La consistance, on parle de NLGI. Ici, vous retrouverez dans nos tableaux de graisse. Alors, NLGI 3, c'est typiquement utilisé dans les applications verticales. NLGI 2, c'est ce qui est utilisé dans la plupart des applications. Une graisse en fait plus fluide, puisque la consistance, c'est effectivement la consistance de votre graisse. Et ce que vous allez utiliser parfois, c'est une consistance NLGI 1 ou encore plus fluide, qui permettra par exemple de faire des lubrifications automatisées qui utilisent des tuyaux et qui ont donc besoin d'une graisse très fluide. Donc voilà pour le premier facteur important. Ensuite, la viscosité, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il nous reste donc plus que 3 facteurs, les plus importants finalement. La température. Alors ici, dans ce petit tableau, c'est très pratique. On a récapitulé en fait ce que veut dire une température faible, moyenne, élevée ou très élevée. Donc si c'est moins de 50 degrés, c'est faible. Entre 50 et 100 degrés, c'est moyen. Supérieur à 100 degrés, c'est déjà les températures élevées, voire très élevées. Et supérieur à 150 degrés, c'est extrêmement élevé. Ça va être des applications très spéciales avec des graisses extrêmement particulières, avec des fois des besoins de rodage, de roulement, etc. Donc bien se renseigner. Ce qui est assez bien fait, c'est que dans nos catalogues de graisses, vous allez retrouver le même système en fait, on va dire d'annotation, c'est-à-dire que pour la température, on va vous dire pour une température moyenne, c'est-à-dire entre 50 et 100 degrés, préférez ces graisses-là. Et on va faire le même système pour les charges. Donc si vous avez des charges, par exemple, qui sont très élevées, donc un C sur P inférieur à 2, eh bien on va vous dire, alors il faudrait préférer par exemple la graisse LGEP2. Alors toujours si vous ne savez pas le niveau de charge de votre application, vous pouvez regarder un petit peu dans les descriptions des applications pour vous aider à vous orienter sur le choix de votre graisse. Donc par exemple, si on parle d'un petit moteur électrique, eh bien souvent ce qu'on va utiliser c'est la LGM T2. Donc là on a parlé de 2 critères, température, charge. Et le dernier, le plus important, dont on a déjà parlé, c'est la vitesse linéaire de votre application, la vitesse de rotation de votre application multipliée par le diamètre moyen. Et on va vous expliquer que selon cette vitesse linéaire, on va considérer que la vitesse est lente, moyenne, élevée ou très élevée. Attention, tout à l'heure nous avions un facteur BF, ici nous n'avons pas de facteur BF, nous avons simplement voulu séparer selon si c'était des roulements rigides à billes ou si c'était des roulements à rouleau, SRB, roulement à rotule sur rouleau, roulement à rouleau cylindrique, et on vous a expliqué si c'était des vitesses élevées ou non. Et de la même manière, dans notre tableau, vous allez retrouver si ce sont des vitesses élevées ou non. Voilà un petit peu pour le choix de la graisse. Sachez que si ça vous paraît un petit peu fastidieux cette méthodologie, vous pouvez aussi utiliser l'outil LubSelect. L'outil LubSelect qui vous permet lui aussi, en rentrant simplement le type d'application, les températures, si vous considérez que c'est chargé ou pas, il va vous diriger vers une graisse en particulier. Alors comme je vous l'ai dit, maintenant on va se diriger vers le dernier paramètre, celui sur lequel on peut un petit peu jouer quand vous essayez d'augmenter la durée de vie de vos applications. Pour augmenter la durée de vie, si vous voyez que les problématiques sont du type usure, écaillage, eh bien vous pouvez jouer sur la viscosité de votre graisse. Alors la viscosité de votre graisse, elle est toujours donnée selon une ISO-VG 40 à 40 degrés ou à 100 degrés. Ça, vous pouvez le rentrer dans notre outil. Et comment ça influence? Eh bien, simplement, vous allez voir que la viscosité, c'est un petit peu ce qui va déterminer l'épaisseur du film lubrifiant dans votre roulement. Celui-là, il est ensuite quantifié en rentrant vos viscosités. Il est quantifié par l'épaisseur du film lubrifiant d'une manière assez empirique. Et on considère que s'il est compris entre 2 et 4, il est optimisé. Donc si vous avez un film lubrifiant
trop faible, trop fin, donc une viscosité trop faible, vous allez avoir des valeurs de film lubrifiant, valeurs empiriques qui s'appellent kappa, qui vont être inférieures à 2. Et si vous regardez sur ce petit graphique, on vous montre en fait comment est-ce que ce kappa va influencer votre durée de vie. Et bien simplement la durée de vie LDSH nominale dont on vous parlait au début, si elle vaut 10 000 heures, mais que vous avez un kappa très faible, eh bien on va impacter ça par ce rapport kappa, et vous allez voir en fait dans ce petit graphique que cette valeur kappa, elle influence le paramètre ASKF qui vient multiplier votre durée nominale LDSH, et il peut être inférieur à 1, ce qui veut dire que vous allez réduire votre durée de vie finalement. Si par contre vous avez un rapport de lubrification kappa qui est optimisé, il est là votre rapport kappa, donc s'il est de 0,1, vous allez avoir un facteur ici très faible, donc vous allez multiplier, diviser par 10 potentiellement votre durée de vie. Si par contre vous optimisez votre rapport de lubrification kappa, par exemple proche des 4, alors vous pouvez jusqu'à multiplier votre durée de vie nominale par 5. Il est donc très important d'optimiser votre viscosité en fonction notamment de la température, comme on va le voir, pour avoir des durées de vie augmentées. Alors, je vous montre tout de suite comment est-ce que vous pouvez faire ce calcul en ligne de manière très simple. Je vous remonte les conséquences en fait d'un film lubrifiant trop fin, d'un rapport kappa trop fin. Bien, vous venez typiquement user vos cages ou user vos pistes. Alors maintenant, je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on peut faire ça sur l'outil Bearing Select. Alors, je peux revenir là où j'étais, tout simplement. Et je peux simplement changer le mode calculatoire, puisque cette fois-ci, je vais choisir ma durée de vie. Alors, je choisis ma durée de vie et je vais prendre typiquement une durée de 80 kN. Je vais choisir cette fois-ci ma graisse. Alors, je prends par exemple une graisse SKF LGL T2. Alors, vous pourriez me dire... pourquoi ne pas toujours choisir des graisses avec des viscosités très élevées? Eh bien, si vous avez des kappas supérieurs à 4, des viscosités un peu trop élevées, ça peut être en fait une source de hausse de la température de votre roulement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de rester dans l'intervalle de 2 et 4. Voilà. Donc, j'ai choisi ces conditions et je regarde, j'ai une durée de vie de mon roulement de 15 000 heures. Alors 15 000 heures, c'est très satisfaisant. J'aurais pu aussi regarder, donc vous voyez, vous avez un lissage de 10 000 heures et un LDSMH. Donc après avoir été multiplié par le facteur ASKF de 2, on a augmenté cette durée de vie. Alors si par exemple je changeais un petit peu les graisses, si je prenais une graisse même non SKF et que je choisissais en fonction des viscosités, donc la viscosité isio à 40 degrés, et je choisis par exemple 10 et ici 2 à 100 degrés, c'est des informations que vous aurez tout le temps sur vos PDF de graisse, quelles qu'elles soient. Alors là, je vois que mon LDSH, pour le coup, il est à 10 000 heures toujours, il n'a pas changé. Par contre, vous voyez, le LDSMH, il a baissé. Donc, c'est très important de bien choisir, la viscosité pour avoir la bonne durée de roulement. On peut faire un autre test encore. J'ai plus une ISO-VG à 40 degrés de 18. Et là, à 100 degrés, je n'ai plus 2, mais je mets 6. Toujours des informations que vous aurez sur le PDF de vos graisses, quelles qu'elles soient. Et là, vous voyez, le facteur, il est reparti, il est repassé à 2, il est de nouveau positif et vous avez augmenté la durée de vie. Donc, vous voyez, cette viscosité a un impact très important. Il est important de l'optimiser puisque ça va vraiment jouer sur la durée de vie de vos roulements. Alors, je retourne sur la présentation. Cette fois-ci, nous allons laisser Sarah s'exprimer. Merci beaucoup Axel pour cette présentation très complète et bien précise surtout. Donc pour choisir le bon lubrifiant,
il y a des tableaux de sélection de graisse pour roulement SKF ou pour tout autre roulement que nous allons mettre à votre disposition. Donc, nous avons un catalogue où vous trouvez toutes ces graisses, tous ces tableaux-là, mais également, on l'a évoqué tout à l'heure, un outil qui s'appelle le SKF Lub Select qui vous permettra de choisir votre lubrifiant. Axel, tu veux peut-être rajouter un petit mot? Oui, alors cet outil, il est effectivement utilisé pour choisir le type de lubrifiant. Sachez que vous avez des outils aussi tels que Dialset qui permettent de choisir les systèmes de lubrification automatisés, puisque quand vous avez des intervalles de lubrification très courts, l'outil Dialset vous permet de choisir des systèmes et donc de les régler en direct. Il vous donne même les intervalles de lubrification si vous ne souhaitez pas utiliser de système automatisé. Effectivement, donc vous avez cet outil-là, Dialset, tout comme Bearing Select que Axel a utilisé, vous a montré tout à l'heure. Ces deux outils sont disponibles sur skf.fr, donc n'hésitez pas à y aller et à les tester. Enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est bien de choisir le bon lubrifiant, mais il faut aussi lubrifier au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit. Pour ça, nous avons toute une gamme complète de systèmes de lubrification et de solutions, donc du plus simple, du manuel, au plus complexe, pour des applications beaucoup plus compliquées. Typiquement là où vous souhaiteriez refroidir vos roulements grâce à une lubrification à l'huile. Donc, avant de passer aux questions-réponses, qu'est-ce qu'il faut retenir, Axel ? Alors, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est de bien choisir son lubrifiant. Sachez que les systèmes pour calculer vos intervalles de lubrification ne sont valables que si vous avez bien choisi votre graisse. Si vous avez choisi une graisse pour basse température, mais que vos températures de fonctionnement sont à 100 degrés, l'intervalle de lubrification calculé sera complètement faussé. Donc, il est très important de bien choisir son lubrifiant avant toute chose. Ensuite, la bonne quantité avec finalement les bons intervalles de lubrification. S'ils sont trop faibles, la graisse n'est plus fonctionnelle et donc vous ne lubrifierez plus correctement votre roulement. Avec la bonne méthode, puisque si vos intervalles de lubrification sont trop courts, vous risquez de rater des intervalles de lubrification. Vous risquez aussi d'être plus sensible aux aléas typiquement de la température. Été, hiver, vous allez avoir besoin de plus de graisse. Donc les systèmes de lubrification automatisés permettent de rendre le mode de lubrification plus robuste. Et ensuite, une lubrification au bon moment. Alors, finalement, ça rejoint ce que je viens de dire, des systèmes de lubrification automatisés. Et enfin, au bon endroit. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est les erreurs à ne pas faire. Alors, la première erreur à surtout éviter, c'est ne pas mélanger les graisses sans faire attention. Il y a des graisses qui sont miscibles, d'autres ne le sont pas. Vous pouvez vous reporter à notre catalogue MAPRO qui contient toutes les graisses que nous revendons, mais aussi les problèmes de miscibilité. Attention, typiquement, si vous avez un réparateur, renseignez-vous bien sur la graisse qu'il utilise, peut-être que ce n'est pas la même que celle que vous utilisez. Ensuite, les quantités de graisse, initiale et quantité d'appoint ne sont pas les mêmes, elles sont très différentes et cela peut engendrer des vrais problèmes très rapides de défaillance de roulement. Ensuite, les trous d'évacuation de graisse, il faut qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient suffisamment larges, sinon la graisse reste stockée, elle vieillit, elle solidifie et vous avez une lubrification inadéquate. Enfin, la température du roulement pris sur le palier n'est pas une température de roulement, c'est la température du palier. Préférez donc des sondes PT100 qui viennent mesurer la température du roulement sur la surface de la bague extérieure. Enfin, n'oubliez pas de relubrifier vos roulements, ça paraît évident, mais c'est des choses qui arrivent fréquemment sur des usines très grandes. Pensez au système de lubrification pour rendre votre maintenance plus robuste. Et enfin, pollution de la graisse, celle-ci peut être au cours du fonctionnement de votre application, mais aussi au montage. Gardez des pots bien étiquetés, propres, et bien stockés à des températures acceptables comme indiqué sur les pots. Et enfin, le choix du lubrifiant et les intervalles inadaptés, effectivement, il faut bien les choisir, il faut faire attention, avoir toutes les données d'entrée bien vérifiées et sinon faire des hypothèses adaptées à votre application. Sinon, ce seront les conséquences qui sont écrites ici, des sous-lubrifications, des surlubrifications, des lubrifications irrégulières ou inadéquates. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, Axel, on a eu quelques questions, donc n'hésitez pas à continuer à nous les poser. Il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. Donc on en a quelques-unes, donc en attendant qu'il y en ait d'autres, on va commencer par celle-ci. Donc mon application n'est pas lubrifiable à la graisse. Comment faire, Axel? Alors, si ce n'est pas lubrifiable à la graisse, si vous êtes au-dessus des vitesses linéaires acceptables, vous avez deux possibilités. Soit effectivement, vous êtes largement au-dessus des vitesses linéaires acceptables, auquel cas on va vous diriger vers un bain d'huile. Je vous conseille de regarder les puissances générées dans vos roulements pour vous assurer que vous n'allez pas trop vous échauffer et donc qu'il n'y a pas un besoin de lubrification à l'huile par recirculation pour refroidir votre roulement. Ou alors, peut-être qu'il est possible, si vous n'êtes pas trop loin des vitesses linéaires acceptables, d'utiliser un système de lubrification automatisé. Ok, merci Axel. Nous avons une deuxième question. Est-ce que le choix des graisses a un impact sur l'intervalle de lubrification? Alors oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Simplement, pour certaines graisses, on donne des températures de référence. Si celle-ci est de 70 degrés, eh bien, l'intervalle de lubrification vous a donné est tout à fait adéquat. Si par contre, vous êtes à des températures extrêmement élevées, par exemple 140 degrés, et que votre température de référence qui est donnée pour la graisse, elle est pas de 70 degrés, mais elle est plus élevée, eh bien en fait c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est à partir de cette température de référence que vous vous basez pour diviser par 2 votre intervalle de lubrification en fonction de la température de fonctionnement de votre application. Donc si la température de fonctionnement de votre application, elle est de par exemple 85 degrés, mais que la température de référence de votre graisse est de 85 degrés, alors vous n'avez pas besoin de diviser par 2 l'intervalle de lubrification. Ce qu'il faut garder à l'esprit finalement, c'est que la température de référence, c'est un plus comme information, puisque finalement, elles ne seront jamais en dessous de 70 degrés, donc les calculs que vous faites tels qu'on vous les a présentés sont conservatifs. Ok, merci Axel. Nous avons encore quelques questions, dont certaines qui sont arrivées entre-temps. Le principe de choix de l'huile est-il le même que celui de la graisse? Alors, en fait, il est le même dans le sens où les facteurs sont les mêmes. Il faut faire attention au niveau de charge, à la température de fonctionnement de votre application, à la viscosité, mais ça ne va pas se faire de la même manière, puisqu'en fait, vous n'avez pas d'intervalle de lubrification, vous venez en fait changer votre huile. Alors vous verrez que dans notre catalogue, on donne des indications de renouvellement de l'huile en fonction de la température de fonctionnement de votre application, qui va être autour de 6 mois lorsque les températures de fonctionnement sont autour de 70-80 degrés. Si elles sont plus élevées, on va demander de la rechanger plus souvent. Mais sachez que de la même manière que pour les intervalles de lubrification pour la graisse, si vous avez des huiles plus performantes, telles que des huiles synthétiques ou autres, alors vous pouvez encore changer votre huile moins souvent. Ça, c'est des choses où vous pouvez vous renseigner directement auprès des pétroliers, puisque nous ne fournissons pas d'huile. Très bien, une autre question. Est-ce qu'il existe, Axel, des graisses compatibles avec le graissage d'engrenage? Alors oui, tout à fait, il existe des graisses pour le graissage d'engrenage. Simplement, les problématiques ne sont pas les mêmes que les roulements, donc ça va être plutôt des graisses avec haute viscosité. Vous allez pouvoir les retrouver dans notre catalogue Mapo. Ok, merci Axel. Une autre question. Est-ce qu'il est possible de nous dire comment circule la graisse dans les roulements à rouleau conique en fonctionnement? Alors, c'est-à-dire, j'aurais besoin de précision, mais j'imagine comment, c'est-à-dire dans quelle direction. En général, la graisse, elle suit en fait le mouvement des cages. Donc, elles vont être centrifugées en fonction de l'inclinaison des cages. Donc, vous avez différents choix de lubrification possibles. Le mieux, en général, ce que l'on préconise, c'est de faire rentrer la graisse au centre, en fait, entre deux roulements, si vous avez deux roulements à rouleau conique, les uns à côté des autres, et ensuite la graisse sera centrifugée vers l'extérieur. Ok, merci Axel. J'espère qu'on a bien répondu à la question. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir via le chat. Nous avons encore 3 questions.
Est-ce qu'il y a des roulements qui sont graissés ou lubrifiés à vie? Alors oui, tout à fait, les roulements, graissés à vie, ça existe. Attention, c'est un petit abus de langage, hein. Graissé à vie, c'est pas, de votre vie, c'est la vie du roulement. En réalité, cette graisse, vous pouvez calculer sa durée de vie. Et donc, quand on dit graisser à vie, c'est graisser à la durée de vie de la graisse. Alors, il faut savoir qu'en général, il y a un rapport de 2,7 entre l'intervalle de graissage et la durée de vie de la graisse. Donc, si vous avez calculé un intervalle de graissage de 1000 heures, alors la durée de vie de la graisse de votre roulement étanche, elle est de 2700 heures. Ce qui voudrait dire que votre roulement, il faut le jeter au bout de 2700 heures. Mais bien sûr, vous allez avoir des roulements dont la durée de vie de graisse sera de 30 000 heures, donc de plusieurs années. En général, vous ne pourrez pas atteindre plus de 4 à 5 ans de durée de vie de graisse, quelles que soient les conditions de fonctionnement. Très bien. Est-ce que c'est grave de mettre trop de graisse? Alors oui, trop de graisse, ça peut être un problème, puisque comme je l'ai dit, ça peut engendrer un échauffement du roulement. Donc il faut bien se baser sur les quantités initiales de graisse. Sachez que certains roulements, tels que les roulements de super précision, nécessitent un rodage en fait à basse vitesse pour répartir la graisse et pour éviter qu'il ne s'échauffe. Si vous avez mis trop de graisse dès le départ et qu'il n'y a pas eu de rodage, vous avez un risque d'emballement de température du roulement qui ne se stabilisera jamais, même après un rodage, et redescendre à des vitesses plus faibles. Donc il est important de suivre ces recommandations. Par contre, mettre trop de graisse régulièrement, si vous voulez, si vous en mettez trop régulièrement mais en petite quantité, ce n'est pas un problème, puisque ça permet de roder la quantité de graisse, qu'elle se répartisse très bien. Donc ce qui est important finalement, c'est de ne pas trop en mettre à la fois. Ok. Avant de passer à la dernière question, on a eu un autre commentaire question lié à une des questions précédentes sur les roulements à rouleau conique. C'est une fois la graisse éjectée à l'extérieur du roulement, est-ce qu'elle peut se retrouver bloquée contre le joint d'étanchéité? Comment ça recircule? Et dans ce cas, est-ce que c'est vers le centre du logement, c'est-à-dire surtout quand on a un montage de deux roulements coniques. Donc c'est assez précis. Après, surtout, c'est sûr qu'on n'hésitera pas à contacter les personnes qui nous posent des questions à la suite du webinaire d'ici la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Là, je pense que pour la question de cette personne, on va peut-être lui envoyer un mail pour préciser ses questions. Là, si on parle du joint d'étanchéité du palier, oui, c'est possible que ça ne sorte pas très bien au niveau des étanchéités. En général, c'est pas le but. En général, il y a des trous d'évacuation de graisse dans les paliers. Et il est important de bien les dimensionner. Normalement, la graisse ne doit pas sortir par les joints, sauf quand on pense au roulement à rotule sur rouleau, où la graisse doit sortir par les joints du roulement, et c'est fait pour. Mais dans ces cas-là, il faut utiliser des systèmes de lubrification qui appliquent des pressions suffisantes pour réussir à faire ressortir cette graisse par les joints. Ok, merci beaucoup Axel. On arrive à la dernière question, donc si vous en avez d'autres entre-temps, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une limite maximale pour la viscosité de l'huile? Alors, il n'y a pas de limite maximum pour la viscosité de l'huile. Simplement, je vais vous remontrer comment faire ça. En fait, vous avez ici, sur mon écran, vous voyez le terme viscosité. Une fois que vous avez rentré les viscosités de votre graisse ou de votre huile, ce qui est important, c'est de vérifier cette valeur kappa. Plus la valeur kappa va être élevée, plus vous allez avoir une viscosité pâteuse, épaisse, qui risque d'engendrer des couples de frottement importants, donc des pertes énergétiques, des problèmes au démarrage, mais aussi des échauffements, puisque ça va être le malaxage d'une espèce de pâte. Donc il est important de rester sur des kappas inférieurs à 4. Vous pouvez aller jusqu'à 8 ou 15, sauf si vous êtes sur des vitesses linéaires très élevées. On les a un petit peu expliqué tout à l'heure, comment savoir si c'est élevé ou pas. Mais donc, en règle générale, restez en dessous de 4, donc vérifiez quelles sont les viscosités maximum admissibles pour votre application pour rester sous 4. Pour ce rapport kappa, puisque une viscosité, en fait, désolé, je réexplique un petit peu, mais une viscosité peut être considérée comme élevée pour une application ou basse pour une autre. Tout dépend de la température de fonctionnement et de vos vitesses. C'est pour ça qu'il faut calculer le kappa qui prend en compte ces trois paramètres: votre viscosité de graisse, votre température de fonctionnement et votre vitesse.
Et ensuite, donc, restez plutôt en dessous de 4 et essayez de rester au-dessus de 2 pour optimiser votre durée de vie. Merci à Axel pour cette présentation Très bien, je et vous bonne remercie. journée à tout le monde. Bonne journée à tous.